Donc, bonjour à tous. Peut-être qu'on peut se présenter rapidement avant de commencer. Donc, Antea Séraphin, je travaille pour une association qui s'appelle Equitia, que je vous présenterai rapidement par la suite. Et j'occupe le poste de référente éthique sur les sujets d'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. On est en train de parler, on m'entend pas. Bien. Ah ouais, pour commencer, ouais, on m'entend pas. Éric Bernine, donc je suis dans une société éditoriale qui s'appelle Colibri et je suis le délégué à la protection des données et le directeur des opérations. Et donc aujourd'hui, on vous propose un atelier sur le sujet de comment appliquer une démarche éthique dans un projet d'intelligence artificielle, et on a choisi d'illustrer ceci par la démarche de labellisation Equitia. Donc on n'est pas tant sur comment intégrer la démarche éthique dans le projet, mais comment valoriser une solution numérique qui a été conçue selon une démarche éthique. Alors, je vais essayer de passer les diapositives. Il faut prévoir un petit délai, mais là, j'ai l'impression que... Ah. Donc, tout d'abord, oui, je voulais vous présenter très rapidement ce qu'est Equitia. Donc, c'est une association qui a été créée donc, tout début 2019 afin de proposer un cadre de confiance pour l'utilisation des données. Et donc, aujourd'hui, on réunit 65 membres, donc de nature très diverse, puisqu'on a autant d'entreprises que de collectivités territoriales, des établissements d'enseignement et de recherche, etc. Et donc, au départ, on s'est développé uniquement sur la région Occitanie, mais aujourd'hui, on est d'envergure nationale. Et qu'est-ce que Colibri? On l'entend toujours pas. Colibri, donc c'est une société éditoriale, éditrice d'un logiciel qui a pour but et pour finalité d'aider à piloter la performance environnementale et économique des outils digitaux de l'entreprise. L'ensemble étant basé sur la partie investissement et usage. Et donc, du coup, de traiter un certain nombre de données pour permettre aux chefs d'entreprise et aux directeurs de service de prendre un certain nombre de décisions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait œuvré et travaillé avec Equitia par rapport à la labellisation dont on va vous parler maintenant. Label, tout d'abord. En fait, donc tout à l'heure, je vous disais qu'Equitia, c'était le but de créer un cadre de confiance pour l'utilisation des données. Donc en fait, la première action qu'on a fait pour construire ce cadre de confiance, ça a été d'élaborer une charte éthique. Donc une charte éthique qui définit en fait des principes éthiques pertinents pour tout projet numérique, et donc notamment à prendre en considération dans un projet d'intelligence artificielle. Donc c'est des principes généraux qu'on a co-construits avec nos membres, mais aussi en challengeant la charte à travers des ateliers réalisés avec des experts métiers, donc de différents secteurs, et aussi avec des citoyens pour pouvoir intégrer leurs préoccupations dans cette charte éthique. Et vous allez voir le lien ensuite avec le label. Mais donc l'idée, c'est de se dire que cette charte, elle est évolutive, elle est mise à jour régulièrement, et elle contient des principes généraux. Mais on s'est rendu compte rapidement que les principes généraux pas forcément suffisants, en tout cas pour des porteurs de projets, qui se posent la question de savoir finalement, quand on lance un projet numérique ou un projet d'intelligence artificielle, comment savoir quel principe doit primer sur tel autre, au regard des enjeux, des bénéfices et des risques. Et donc, on a commencé à proposer des accompagnements de projets, donc dès la conception, justement pour aider les porteurs de projets à identifier plus spécifiquement des enjeux qui sont soulevés de manière spécifique par un projet, et en formulant des recommandations un peu personnalisées pour y répondre et faire la balance entre les différentes valeurs en jeu. Et donc, en complément de ces deux premières activités, on s'est dit que
de manière complémentaire, en fait, c'était intéressant ensuite pour les porteurs de projets qui avaient vraiment mis en œuvre une démarche éthique appliquée à leur projet, de pouvoir valoriser cette démarche-là, de valoriser les outils qu'ils ont conçus sur le marché, et donc grâce à un label donc qui démontre en fait le fait que la solution, l'outil a été conçu et développé dans le respect d'une démarche éthique. Donc pour ça, voilà. Donc le lien avec la charte, c'est que le label, il vise à renforcer l'effectivité des principes de notre charte éthique, donc qui reste pas lettre morte. Et ensuite, ça veut bien. Voilà, ça permet de se démarquer d'autres acteurs sur le marché en valorisant donc les solutions numériques qui sont issues de projets réalisés dans le respect d'une démarche éthique. C'est pour ça que au sein de Colibri, on a choisi dès le départ. Colibri a été créé en 2021. Le projet était né bien avant, mais on a voulu, dans la conception et le développement de l'outil, comme nous-mêmes, on savait qu'on allait collecter un certain nombre de données avec des finalités très précises, on a voulu montrer que notre collecte, elle était responsable, que nos usages étaient responsables, que les développements qu'on allait réaliser étaient responsables, que les infrastructures qu'on allait déployer étaient responsables. Et donc pour ça, dès qu'on a été en relation avec Equitia, qui nous ont parlé du label et du projet qu'il y avait, ben, ça nous paraissait tout à fait cohérent de partir avec eux et de justement permettre de montrer tout ce qui ne se voit pas. Quand on fait un développement, ça ne se voit pas, on ne voit que la vitrine du magasin et jamais l'intérieur du magasin. Et ben, avec le label, ça permettait de montrer que l'intérieur du magasin avait appliqué une démarche éthique et une démarche totalement responsable dans cette période de numérique responsable notamment. Alors, parce que là, ça peut paraître un peu abstrait, sans parler du contenu des principes éthiques. Donc, je voulais vous présenter. Donc, on a le référentiel du label Equitia, donc qui comprend toute une série de critères qui découlent en fait de la charte éthique des usages des données. Donc, qui contient 6 grandes thématiques. Donc, la première, ça va être plutôt tout ce qui est principe relatif à l'intérêt général. Donc, dans l'idée de concevoir des projets dans une démarche de développement durable, d'innovation soutenable au sens de prendre en compte l'impact environnemental, aussi à faire attention de ne pas créer des projets qui peuvent avoir un effet discriminatoire et de préserver aussi le facteur humain dans les projets numériques et dans leur développement. Donc, Eric, tu peux m'arrêter si tu veux me compléter. Oui, c'est la notion de l'inclusion, notamment. On va retrouver dans ces notions de science, on va retrouver la notion d'inclusion. On en parle souvent. Ces termes sont utilisés, parfois galvaudés, malheureusement. Et dans la démarche de développement, la notion d'inclusion, c'est permettre à tout acteur, quelles que soient ses difficultés, de pouvoir quand même accéder à l'information qui a été traitée et à la mise à disposition. Et donc, c'est un précepte qui est important, je pense, pour justement ne pas avoir cette notion, entre guillemets, discriminante. Par rapport à l'usage et à la mise à disposition de certains outils ou de certains traitements ou de certaines collectes. Une deuxième thématique, là, qui va plus traiter du respect des individus, donc avec la nécessité, voilà, quand on met en œuvre un projet d'IA, par exemple, de faire attention à ce que finalement les outils qui seront conçus soient bien respectueux de l'autonomie individuelle des personnes et de leur vie privée. Ensuite, on a, peut-être tu veux compléter aussi, on a une troisième thématique plus technique, où on va du coup mettre en avant un principe de qualité des données utilisées. Donc dans un projet d'IA, c'est particulièrement important, et de sécurité du système d'information. Donc qualité des données au sens d'utiliser, par exemple, si on veut faire apprendre un modèle à un système d'IA, donc d'utiliser des données qui sont bien représentatives, pertinentes, fiables par rapport aux objectifs poursuivis, mais aussi de faire attention à leur sensibilité, soit parce que ce sont des données personnelles sensibles, soit parce que ce sont des données stratégiques. Donc à ce moment-là, de mettre en place des mesures de sécurité qui permettent de préserver leur confidentialité quand c'est nécessaire. Et ensuite, voilà, d'analyser des données avec des
des algorithmes robustes, donc c'est-à-dire qui permettent d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. Et bon, on a perdu le partage d'écran. On a perdu la salle, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est que nous ou si les personnes en ligne avaient perdu aussi le... Nous aussi, je crois, parce que là, on voit plus la salle. On a perdu Montpellier. On n'a plus le document. Et... Ah, ça y est, ils reviennent. Il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. Il y avait une tsunami. Oui, on vous a perdu un instant. Vous entendez? Oui, c'est il y a une. Oula. Là, il va falloir sortir de la, il faut sortir de la cave. Et là, c'est... Alors là, on l'a en mode pas diaporama. Ah. Est-ce que ah, c'est un peu lent. Oh, ouais, ça va. Ah. Donc, on peut pas. Alors, on n'a plus le contrôle C'est sur... bon. C'est revenu normalement. Attends. Je me rappelle où j'en étais, c'était... Donc, on avait fait les 3 premières thématiques. Du coup, pour compléter juste la troisième et la quatrième, le troisième et quatrième point, la notion de qualité des données, très souvent on parle de projets avec de l'IA. C'est très bien, moi ça fait 35 ans que je travaille dans les systèmes d'information et ça fait 35 ans qu'on me parle d'IA avec des mots et des termes différents. Je pense qu'il est important, la notion de qualité, de sécurité et d'intégrité des données, c'est le maître mot dans tous les cas, dans tout projet de développement, avant d'arriver même à la phase d'IA. C'est déjà le premier pan nécessaire à tout projet, c'est-à-dire d'assurer la traçabilité des informations, d'assurer l'intégrité des informations. Et à partir du moment où j'ai assuré tous ces éléments-là, que j'ai sécurisé tous ces éléments-là, d'une part, je réponds à une préoccupation des individus qui ont fourni de la donnée éventuellement pour la collecte, si c'est des individus, quelle que soit la nature de la collecte que j'ai pu réaliser. Déjà, je leur garantis la fiabilité du traitement. Et pour la finalité, si je fais intervenir des modèles d'IA, effectivement, comme l'a dit Antea, la notion de robustesse des algorithmes est une notion importante, mais ne jamais oublier le phénomène de l'humain. C'est là où je voulais en venir, c'est de dire, dans tous les cas, c'est pas la machine à la fin qui décide, c'est quand même l'humain qui se doit de piloter, contrôler et surveiller tous ces points-là. Donc ça, et ça, dans la démarche éthique, c'est un point hyper important, parce qu'on va se dire, sinon, on va faire de l'éthique avec des automates, de l'IA, et qui vont nous contrôler tous ces points-là. Pas du tout. C'est obligatoirement, à un moment donné, l'humain qui va venir vérifier tous ces points-là et qui va accompagner tout ça. Même s'il s'est aidé de tous ces systèmes. Thématique qui est relative à la nécessité aussi de transparence. Donc, sur les projets d'IA, d'avoir une information accessible sur les données qui sont utilisées, sur pourquoi tel modèle algorithmique a été retenu plutôt qu'un autre. Donc, avec aussi une dimension de tendre en tout cas vers de l'explicabilité, donc vers des algorithmes explicables, et de documenter en fait tous ces choix afin de pouvoir, par exemple, soumettre les résultats de son projet à un audit indépendant. Voilà. Et cette notion-là, elle se complète. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de traçabilité. Ben, c'est le complément, ça faisait le pont et la transition vers la notion de transparence. Et la notion de transparence, je parlais d'humain, elle revient aussi si je prends ma casquette de DPO et je vais dire, ben moi, dès qu'un collaborateur dans une entité va demander son droit ou faire valoir son droit d'information, eh ben, pour lui donner les informations qui ont été collectées pour une finalité bien précise, une étude, une thèse, ce que l'on veut, ben, il va bien falloir assurer la traçabilité, l'auditabilité, être en capacité de pouvoir suivre toute cette chaîne de traitement et toute cette chaîne de transformation, avec notamment si j'ai appliqué des algorithmes d'IA à l'intérieur qui vont potentiellement m'avoir transformé, complété et expliqué éventuellement des données.
Et donc la 5e thématique, c'est tout ce qui va avoir plutôt trait à la gouvernance du projet. Donc c'est-à-dire de bien réaliser des évaluations bénéfices-risques en amont. Donc quand on est dans un projet qui va impliquer plusieurs partenaires, d'agir dans une logique d'apprentissage collectif, d'inclure le maximum de parties prenantes possibles dans la gouvernance et notamment en fait les utilisateurs cibles pour qu'ils puissent aussi préciser leurs besoins, influer sur la conception du projet, son évolution. Et enfin, là c'est plus pour les projets de recherche, mais un principe d'intégrité scientifique. Hop. Et la dernière thématique, pardon? Non. La dernière thématique, c'est celle de la réciprocité. J'arrive pas à la faire afficher, mais l'idée c'est qu'on a des critères aussi relatifs au modèle économique des projets, parce qu'on cherche à promouvoir des projets numériques ou d'IA dans lesquels en fait une répartition équitable de la valeur générée tout au long de la chaîne de valorisation de la donnée a été créée. Donc tout ceci, je fais deux fois. Donc, tout ce que je vous ai présenté, en fait, le contenu des principes, ils ont été déclinés donc, en une centaine environ de critères d'évaluation d'un projet. Donc, critères qui constituent la grille d'évaluation au fondement du label Equitia. Et donc, c'est compliqué. C'est la notion d'éligibilité, en fait. Ce qui était intéressant dans la démarche d'Equitia, c'est que j'ai fait d'autres labellisations et il n'y a jamais eu cette approche-là qui dit d'abord, on va vérifier que vous êtes bien éligible au label. Et ensuite, on vérifiera, donc on aura déjà une centaine de questions, comme a dit Antea, et ensuite, derrière, on ira auditer pour vérifier si vous rentrez bien dans tous les critères de la charte et tous les éléments. Et je trouvais que la double approche était très intéressante parce que ça montrait le sérieux effectivement de l'approche et le fait que il fallait vraiment adhérer aux valeurs. N'importe qui ne pouvait pas être labellisé. C'était pas l'idée. C'était pas parce qu'on payait un label qu'on pouvait être labellisé ou qu'on répondait à tous les points. Il fallait d'abord vérifier cette notion d'éligibilité. Tous ces critères, en fait, on a essayé tous ces principes, on a essayé de voir sur quels critères ils pouvaient déboucher à chaque étape du cycle de vie de la donnée. Donc, au moment où on la collecte, quel hébergeur on va choisir pour les stocker, quelle méthode on va utiliser pour les analyser, si on décide de permettre leur réutilisation, voilà. Donc, c'est des critères c'est vraiment de couvrir un large champ d'usage de la donnée. Mais bon, du coup, beaucoup de projets d'IA intègrent des traitements de données. Donc, on est quand même dans le sujet. Et juste pour information, si vous êtes curieux de savoir vraiment les critères dans le détail, vous pouvez faire une demande de grille d'évaluation à l'adresse qui s'affiche. Et ensuite, ensuite, on va faire un focus, parce que comme on est quand même dans le Green IT Day, un focus sur les critères d'innovation soutenable et ensuite d'inclusion des parties prenantes. Et là, je vais laisser la parole à Yannick. La notion de critères et d'éléments, le premier point, effectivement, c'est ce qu'on connaît tous. Hein. Dans tous les cas, la première des démarches, c'est qu'on va faire de la collecte de données. C'est la première des démarches quand on fait un projet, que ce soit avec de l'IA dans le traitement et tous les éléments, mais déjà, la première des choses, il faut s'alimenter. Alors, vous entendez tous les termes, tous les éléments. Hein. On parle de data lake, on parle de big data, on parle de collecte énorme. J'étais la semaine dernière à Paris et on m'a parlé que de ça au salon du big data. Voilà, c'est très bien. On m'a parlé d'IA et de big data. Et j'ai dit, c'est très bien, vous avez collecté énormément de choses. Vous me parlez d'IA, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait réellement derrière? Donc, la première des choses, c'est tout le monde collecte tout.
Et du coup, la plupart du temps, on refait le monde. Hein. C'est comme dans les développements. Il faut éviter dans un développement de refaire quelque chose qui a été déjà écrit. Il faut utiliser ce qui a été fait. On va avoir des démarches numériques responsables parce qu'on va réutiliser des algorithmes qui sont à disposition et qui vont permettre de faire un traitement. Dans un développement proprement dit, on ne met pas 3 fois le même algorithme pour réaliser 3 actions à 3 étapes différentes. On va veiller à ce que le même algorithme réponde aux 3 préoccupations derrière. Sur la collecte de données, on va appliquer les mêmes principes. On va d'abord aller vérifier ce qui existe. On va prendre, et si on doit collecter, on va collecter simplement ce qui est nécessaire et éviter de déborder dans je collecte un maximum et je verrai ce que j'en fais après. Je me suis d'abord défini une finalité et comme j'ai défini une finalité, derrière, je vais collecter ce qui va être nécessaire pour cette finalité. Ça n'empêchera que je pourrai le faire évoluer dans le temps et rajouter des informations parce que je fais évoluer ma finalité. La notion de sobriété énergétique, c'est le critère important. J'ai parlé des algorithmes et de ne pas réutiliser plusieurs algorithmes. Sur Colibri, c'est ce qu'on a fait. On a pris ce précepte-là, on a dit, moi j'ai une application à 3 pans, comme toute application, mais j'évite de refaire plusieurs choses. Donc les algorithmes, j'essaie de les optimiser. Et on a utilisé de l'IA dans cette partie-là. On est allé justement se dire, l'IA a cette vertu aujourd'hui. On parle du chat GPT par exemple, il y a des algorithmes dans le chat GPT qui vont permettre aux développeurs, aux équipes de pouvoir revérifier le code qui a été fait. On va s'astreindre à diminuer les lignes dans un algorithme si on n'a pas besoin d'avoir des lignes de code, des dizaines de lignes de code, et si on peut minimiser ça. Et tout ça, ça va faire que notre algorithme, il va être plus performant, déjà d'une part. Donc, c'est très bien pour le résultat attendu et par rapport à ce que peut attendre l'utilisateur. Mais il va être aussi plus performant et moins consommateur en énergie. Donc, plus performant de ce côté-là aussi, puisque une machine qui va lire 100 lignes, elle ne mettra pas le même temps qu'une machine qui va lire 10 lignes. C'est juste arithmétique. C'est juste du bon sens. Et de la même façon, pour minimiser les impacts dans l'ensemble du cycle de vie des données, on a évité de répliquer les données. Les données, on les a une fois. J'ai appliqué un principe que j'applique depuis des années, c'est de dire, c'est une source, une information. Donc, une source, une information, quand j'ai une information, je n'ai pas besoin, contrairement à un tableau Excel, de répliquer ma donnée pour pouvoir la traiter. Je vais pouvoir la lire et la faire s'exécuter à plusieurs endroits pour un traitement X ou Y nécessaire à la finalité du traitement. Mais je vais minimiser le fait que je réplique mes données pour retraiter et pour, soi-disant, aller plus vite. C'est pas vrai, in fine, en fait, ça va pas plus vite. Et ensuite, pour cet ensemble, effectivement, vous avez naturellement des infrastructures qui se rajoutent. Et ce que l'on a fait, nous, pour minimiser cet impact énergétique, c'est que les infrastructures que l'on a mis à disposition, d'abord, aujourd'hui, elles sont minimales, elles ne progressent et elles ne s'augmentent qu'au vu du nombre d'utilisateurs, et elles ne s'activent que quand l'utilisateur soumet. Donc, on a joué avec des systèmes qui existent et qui sont communs à tout le monde, qui permettent de dire, vous avez gardé en mémoire un certain nombre de choses, vous allez pouvoir vous solliciter une machine, et à ce moment-là, on va réveiller la machine. Ou si quelqu'un d'autre l'a réveillée entre-temps, vous allez bénéficier du réveil. Et on va jouer avec des zones tampons qui font qu'on va minimiser les ressources naturellement. Ce qui fait qu'en consommation énergétique, effectivement, même si c'est dans du cloud, même si c'est dans du SaaS, comme on l'est, on va minimiser l'impact parce qu'on ne va pas dire, je déploie X serveurs avec X capacités qui sont à disposition tout le temps pour faire tourner l'ensemble, je ne le fais qu'à l'usage, que quand j'en ai besoin. Là, j'ai passé tous les points. En fait. Série de critères relatifs à l'inclusion des parties prenantes. Alors, c'est... Je crois aussi. Et alors, l'autre partie, l'autre pan, effectivement, parce que là, j'étais dans la mécanique, j'étais au fond de la mine, en train de produire et de sortir les wagonnets. Mais il y a l'autre partie, il y a celui qui va regarder votre applicatif, celui qui va regarder l'applicatif utilisateur. Et l'utilisateur, il va avoir plusieurs facteurs. D'abord, il va falloir lui apprendre à utiliser. Donc, des notices facilement utilisables. Aujourd'hui, il y a des FAQ, il y a des blogs, il y a tout un tas d'outils que l'on peut déployer. Mais moi, je suis toujours parti d'un principe, on peut avoir plein d'outils, on peut avoir un stylo à billes à 4 couleurs. Si on ne sait pas écrire, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux donner un stylo à billes avec une couleur, apprendre à écrire à un utilisateur, et ensuite, on verra si on a besoin de plusieurs. Donc, de déployer aussi X outils
X éléments à disposition pour utiliser un applicatif, je pense que c'est pas le meilleur procédé, même si ça facilite certainement les choses côté utilisateur, parce que côté environnement, bah, du coup, on est obligé d'avoir des machines qui répondent, qui mettent à disposition à la fois des FAQ, des foires aux questions, à la fois des blogs, à la fois de la messagerie instantanée, à la fois de la messagerie tout court, et ainsi de suite. Donc du coup, rationaliser ça et avoir des choses qui sont faciles à accéder. Donc, avoir quelque chose de rationnel qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'information. Accéder à l'information, ça veut dire avoir aussi des termes, des terminologies. Quand on entend tous les anglicismes, et je ne suis pas contre les anglicismes, mais quand j'entends tous les anglicismes, et encore tout à l'heure, j'ai échangé avec une collaboratrice en lui disant, il faut m'enlever tous ces anglicismes parce que je suis obligé d'avoir un dictionnaire à côté. Et si je suis obligé d'avoir un dictionnaire, c'est pas efficient. Donc, la notion d'ergonomie et de vocabulaire utilisé est une notion importante. L'ergonomie, parce qu'il faut que je me déplace facilement, mais je me déplacerai facilement parce que j'ai des vocabulaires qui sont adaptés, parce que j'ai les mots qui me vont bien et que j'ai compris. Donc, ça devient utilisable très facilement. Proposer, bien sûr, à des utilisateurs des événements et de l'information, c'est-à-dire discuter avec les utilisateurs. Nous, on discute en permanence dans la démarche, dès le départ, dès la conception du produit, on a parlé avec des utilisateurs qui n'utilisaient pas le produit, mais qui potentiellement pouvaient l'utiliser et qui étaient intéressés par le concept de l'écologie, l'environnement, de mieux maîtriser les usages de leur environnement digitaux, effectivement, auxquels ils n'avaient pas pensé. Au départ, ils n'y avaient pas pensé. Et quand, avec Equitia, on avait échangé, ça faisait partie des réponses qu'on avait apportées. On nous a dit, ben, est-ce qu'il y avait un marché? Est-ce qu'on vous a ouvert un marché? Ben, on a dit non. Mais par expérience, en fait, on a bien vu que des utilisateurs commençaient à poser des questions par rapport à l'empreinte carbone de mon poste de travail et ainsi de suite. Et du coup, d'apporter ça, on a discuté avec des utilisateurs et on les a intégrés dans la partie conception. Et c'était important de les avoir et on s'est aperçu que les utilisateurs, quand on les intègre directement dedans, ils ne se préoccupent pas de l'environnement ou de la couleur de l'applicatif, ils se préoccupent du contenu. Et ils travaillent réellement sur les contenus. Et c'est là où ça devient réellement efficient. Et pour ça, il faut aussi travailler, on parlait de tout ça, ça pourrait être résumé. L'autre jour, en parlant avec Joanne, on parlait du frugalité. Effectivement, moi, j'appelle ça le bon sens paysan, c'est-à-dire dire j'ai fait une application en fait qui va rendre réellement un service à des utilisateurs qui est traçable, sur lequel on peut expliquer tous les pans très facilement, que ce soit technique ou fonctionnel et opérationnel. Et du coup, ben, ça permet d'avoir à la fois des retours des utilisateurs positifs et évolutifs. Parce que du coup, comme ils sont bien rentrés dans le jeu, ben, les retours d'expérience qu'on va avoir, ça va permettre d'améliorer le produit, mais pas d'améliorer le produit simplement sur j'ai fait un produit et je vais juste le customiser parce que l'utilisateur il préfère le bleu que le vert. C'est l'améliorer surtout et le faire progresser dans sa dimension. C'est-à-dire, ben, c'est des questions qui nous ont été posées. On était parti sur l'environnement digital. Aujourd'hui, on a élargi sur l'environnement immobilier. On s'en va vers l'automobile parce que les gens ont dit mais attendez, votre méthode et votre approche, pourquoi on l'appliquerait pas là? Pourquoi on l'appliquerait pas à cet endroit-là? Et pourquoi on ne le ferait pas sur tel autre sujet? Donc, Complètement. Optimisation. alors, je voulais juste préciser au cas où c'était pas clair parce que je l'ai pas précisé avant, le périmètre en fait du label Equitia. Donc c'est vraiment un label qui va porter sur une solution numérique. Donc ça peut être un site web, une application, un objet connecté, donc qui a été créé par une structure publique ou privée. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite. Et en fait, cette grille d'évaluation, au-delà donc de servir dans le cadre de la démarche de labellisation, en fait, c'est vraiment aussi un outil qui permet de sensibiliser en interne ses propres équipes, parce que bon, bah, une fois qu'on se pose toutes ces questions, pour la première fois, on peut se poser toutes ces questions, mais après, on se dit, ah bah tiens, cette grille, je vais la garder à côté pour quand je vais concevoir mes nouveaux projets, et ça permet en fait d'anticiper tous les critères qui peuvent être intéressants, enfin pertinents en tout cas de réfléchir dès la conception des projets. Ça permet de sensibiliser, effectivement, comme on l'a dit Antea, ça permet de sensibiliser les acteurs, il est important. Alors je ne dis pas que tous les collaborateurs au sein de nos entités connaissent la grille par cœur, c'est pas ça, mais par contre, ils ont été sensibilisés et chaque fois, ils ont accroché un sujet. Et que ce soit tant au niveau du commerce que du marketing, que du développement, bien sûr, ils sont tous sensibles, mais c'est naturel chez eux.
C'est un réflexe naturel. Les développeurs, c'est naturellement qu'ils viennent me voir en me disant, bah, tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai optimisé telle partie, du coup, on a fait gagner du temps aux utilisateurs, mais en plus, bah, j'ai réduit parce que bah, ma machine, elle est éteinte. Voilà, le commerce, lui, quand il va discuter avec des entreprises, bah, il va avoir ce regard-là aussi. Et c'est pas faire du green bashing, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est vraiment la sincérité justement et la transparence dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ils savent, et tous, quand ils parlent du label Equitia, ben justement, c'est une valeur ajoutée pour eux. Quand ils évoquent ça, et c'est pas simplement on a accroché une médaille à la veste, une médaille supplémentaire à la veste. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était cohérent par rapport à l'ensemble de la démarche et la philosophie que l'on pouvait avoir. Et pour terminer, on voulait vous présenter la procédure, en fait, comment ça se passe une démarche de labellisation plus précisément. Parce que Colibri, du coup, a procédé à cette démarche. Et voilà, pour faire un retour d'expérience sur la procédure. Mais j'ai un peu du mal à passer les diapositives. Parce que, alors la procédure, mais de toute façon, on va la résumer peut-être. Hein. La partie porteur de projet s'auto-évalue en répondant aux questionnaires en ligne. La première auto-évaluation, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'éligibilité. Je ne sais pas si vous voyez, là je l'ai porté. C'est bien, voilà, je peux le montrer. C'est un petit document où il y a marqué éligibilité. Alors le document d'éligibilité. Et donc c'est la notion d'éligibilité, effectivement, puisque il y a un travail hein, au niveau du label qui dit vous avez répondu à ce questionnaire et il y a un auditeur indépendant. Ah, on a reperdu. C'est pas grave, je continue, ils reviendront de Montpellier. Ils vont trouver le pouce-pouce, ils vont rentrer. Du coup, il y a un auditeur indépendant qui va lire cette auto-évaluation, qui va poser des questions, ce que j'avais jamais vu moi dans un élément. Je l'ai vu dans des audits, bien sûr, mais de cette manière-là, non. C'est-à-dire qu'il pose des questions en amont. On n'est encore pas dans le processus de labellisation. On est juste en amont, juste pour l'éligibilité. Donc ça, c'était important. Et là, il ne demandera pas de preuves, par contre, mais par contre, il va poser des questions pour vérifier la cohérence des réponses. Parce que c'est pas comme le loto, hein, on n'a pas forcément les numéros gagnants, mais voilà, vérifier que on n'a pas fait des réponses de complaisance, vérifier que les réponses que l'on a fait sont bien avérées. Et d'ailleurs, ces questionnaires d'évaluation évoluent puisque participant à quelques réunions avec Kitia, eh bien, on fait évoluer ces éléments-là parce que, de par l'expérience, déjà, on nous a demandé aussi un retour d'expérience sur ça pour dire qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, modifier, compléter là-dessus. Et donc, effectivement, tout ce processus est fait par un cabinet indépendant qui va demander par la suite, quand on va répondre aux autres questions, c'est-à-dire au-delà de l'éligibilité, là, il va demander des preuves, par contre. C'est-à-dire que on va pouvoir lui expliquer que non, non, mais c'est formidable, chez nous, tous les processus sont avérés, on a tout écrit, tout va bien, on vérifie nos codes en permanence. Ben oui, il va dire, très bien, vous vérifiez vos codes, quel est le processus que vous avez mis en place et donnez-moi une preuve de ce processus-là. Un peu pour ceux qui ont pu connaître ça dans le monde de l'IT, les normes ISO, hein, les normes ISO comme la 27001 sur la sécurité, ou l'ISO 9001 tout simplement, où chaque fois on va vous dire, très bien, vous avez écrit un process, montrez-moi simplement l'application de ce process, donnez-moi 2-3 exemples que je puisse voir dans la démarche ce que vous avez fait. On le fait aussi sur la partie data privacy où on dit, très bien, vous avez mis un processus de gestion des demandes des personnes, très bien, montrez-moi que quand quelqu'un fournit une demande, quelle est la réponse, quelle est l'accusé de réception que vous fournissez, quelle est la réponse que vous fournissez, comment vous fournissez les documents, et ainsi de suite. Montrer toute la chaîne et avec l'accusé de réception. Donc, d'avoir cette démarche-là et cette notion de preuve est une notion importante qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les labels, mais là, c'était important, effectivement, dans la démarche d'Equitia, d'embarquer tout ça, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Se dire simplement, on ne fait pas que poser des questions et vérifier que les réponses sont cohérentes, on regarde en plus qu'il y a bien les documents associés. On a fait le choix de s'appuyer sur un évaluateur indépendant parce que comme je vous montrais dans le début de l'atelier, quand on faisait aussi des accompagnements de projets, on s'est dit, mais si en fait, il y a des projets qu'on accompagne et qui demandent ensuite le label, mais que c'est nous qui donnons le label, ça va pas, juger partie, ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur un évaluateur indépendant
pour superviser tout le processus, faire le contrôle des pièces justificatives et nous fournir un avis contraignant. Et après, c'est sur la base de cet avis contraignant qu'on octroie ou non le label. On est obligé de respecter cet avis. Démarche un peu comme les commissariats aux comptes, etc. C'est-à-dire que l'évaluateur indépendant, ça ne sera pas toujours le même pendant les 20 prochaines années. Il va y avoir une rotation qui va se faire de façon à avoir, d'abord, 4 yeux voient mieux que 2. Donc, ça permet de croiser aussi les éléments. Et donc, c'est une notion aussi qui permet d'avoir un gage de qualité au fil de l'eau. Pas que les gens ne sont pas capables de se remettre en question, c'est pas ça. Mais ça permet de sortir du train-train. Mais comme sur les audits, hein, si je prends de l'ISO, l'auditeur, la société d'audit, on va l'avoir pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on continue l'ISO, mais on est obligé de changer de cabinet d'audit. Voilà, donc je crois qu'on a terminé en tout cas la présentation qu'on avait prévue. Et on est toutes On est dans le taille. à l'écoute pour répondre à d'éventuelles questions. Donc ça, c'était les remerciements. Ça, c'est Joanne qui vous prend. Angélique, je sais plus. Oui, je sais pas. Ah bah voilà, c'est bon. Pour le temps des questions, s'il y en a. De questions, ça veut dire que tout était clair, explicite et que tu as 30 personnes qui vont te demander le label. À Montpellier, il n'y a pas de. Attends, j'ai pas l'impression. Alors, il y a une question dans la salle. Bonjour Antea, bonjour Eric. Johan Haddock en présentiel à Montpellier. Une petite question peut-être à Eric. Vous avez évoqué, voilà, que vous étiez déjà un peu en avance de phase sur la démarche et on va dire la prise de conscience de l'intérêt d'aller dans cette démarche de labellisation. Peut-être un retour d'expérience sur ce que ça vous a apporté, vous l'avez dit, une montée en maturité des équipes sur ces sujets-là, mais peut-être d'un point de vue business, parce qu'il y a encore peu, le label commence à se déployer. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont labellisées, vous êtes un peu précurseur dans la démarche. Est-ce que c'est un élément de différenciation par rapport aux autres acteurs dans la ville? Alors aujourd'hui, de manière très honnête, la démarche interne, effectivement, je l'ai évoqué, donc il n'y a pas de débat là-dessus. En termes de connaissance du terrain, les gens posent la question en ne sachant pas quelle est la nature de ce label Equitia. Ils découvrent. Effectivement, côté business, la volonté, elle était plus sur les politiques internes, c'est l'énergie, est-ce que j'ai dit à un moment donné. On vous entend plus? Très mal. On vous entend un peu moins bien, Eric. Voilà. C'est mieux là? Voilà. Donc nous, la démarche, c'était de dire, on veut faire émerger le fait qu'on est éthique dans notre démarche, dans nos développements, qu'on est numérique responsable, qu'on est engagé là-dessus et que c'était bien notre philosophie de départ. Mais c'est vrai que côté business, de manière très honnête, aujourd'hui, le label Equitia n'a pas la connaissance et la reconnaissance sur le terrain. Donc les entreprises, quand on leur dit on est labellisé Equitia, on est obligé déjà de préciser, oui, c'est quoi Equitia et quelle est la nature de cette labellisation, et ça les conforte dans la démarche. Mais ils apprennent ce que c'est. Donc, on n'a pas fait cette démarche, nous, en se disant, c'est super, on a un label et ça va nous faire gagner 15% de part de marché supplémentaire. Puisque j'ai fait des référencements sur des centrales d'achat et quand ils demandent le label, Equitia n'est pas encore connu dans ces listes-là, par exemple. Mais ça va venir, ça va venir. Donc, on n'avait pas misé, nous, la démarche, c'était pas de dire on va faire vachement de business parce qu'on a labellisé Equitia. On s'est dit on le fait parce qu'on veut montrer qu'on a bien cette démarche et on va expliquer ce que c'est. Donc aujourd'hui, on est plus des promoteurs et de notre solution et du label Equitia que simplement bénéficier de la connaissance. Mais ça fait partie de la démarche et c'est comme ça aussi qu'on l'entendait. On n'avait pas de doute là-dessus.